C'est une nécessité, évidemment. On ne peut pas avoir un marché mondial où on exporte quasiment tout, à 97%, et n'être présent que dans nos pays. Donc il faut s'ouvrir à des pays comme la Chine, comme l'Inde, qui est un très grand partenaire dans les services informatiques ou les sociétés d'ingénierie, par exemple. Cela étant, on le fait avec prudence, parce que la Chine a décidé aussi de lancer de façon autonome un avion qui sera à terme un concurrent de la famille A320. Donc c'est le monde de l'aéronautique, c'est le monde de la défense. Dans un certain nombre de cas, on coopère, dans d'autres, on est compétiteurs. Évidemment, quand on coopère, on transfère. Sinon, ce n'est pas la peine d'essayer de coopérer. Mais c'est surtout une philosophie de se dire que pour croître, il faut pouvoir aussi partager un certain nombre de choses, coopérer. Et on l'a dans les gènes de ADS, dans les gènes d'Airbus. Ça veut dire qu'on sait coopérer. Et si on sait coopérer avec d'autres pays européens, on sait le faire aussi. C'est différent, mais avec des Chinois, avec des Coréens ou avec des Indiens. Boeing est dans une autre logique, une logique américaine avec un certain nombre de marchés, je dirais, protégés du Pentagone, avec une puissance évidente qui fait qu'on achète Boeing, on peut avoir de la sous-traitance de Boeing, mais on ne coopère pas de la même façon. Donc je pense que ça, c'est la culture d'entreprise. Ensuite, ce qu'il faut faire évoluer, et je m'y attelle aux côtés de Louis Gallois d'abord et de Tom Enders depuis 2 ans, c'est de faire en sorte que nos employés et l'environnement régional comprennent que notre avenir est un, et que s'il y a une des parties du groupe qui n'avance pas, l'autre n'avancera pas non plus. Mais surtout, ce que je veux dire, c'est qu'il s'agit de changements de comportement. Et finalement, Airbus, c'est notre seul vrai challenge. C'est de faire travailler tout le monde ensemble. Airbus était beaucoup trop cloisonné. C'est peut-être lié à la constitution d'Airbus avec un GIE qui était concentré sur un certain nombre de tâches et qui tirait vers le haut l'ensemble, mais la juxtaposition de filiales nationales qui n'ont jamais été vraiment fusionnées. Donc là, on s'attelle à la fusion, on s'attelle à l'intégration, on s'attelle à l'harmonisation et à la prise de conscience que la compétition, elle n'est pas entre Français et Allemands, elle est entre Airbus et Boeing, entre Airbus et les nouveaux acteurs. J'espère que ça commence à venir, sans naïveté outrancière, et que l'on commence à former effectivement un bloc plus efficace. En tout cas, les premiers résultats sont là. Il faut reconnaître que Airbus, dans un certain nombre de métiers, se targuait de les maîtriser, se targuait d'être un grand architecte, un grand intégrateur, de maîtriser des technologies, et est passé à côté d'une gestion, je dirais, d'anticipation des compétences. Je parle déjà pour l'interne. Maintenant, on a identifié des métiers critiques parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas ou qu'on ne veut pas sous-traiter. Il y a 30 ans, on pouvait développer un avion, on voyait tout, on touchait tout. C'est vrai dans l'ensemble des métiers de l'aéronautique. C'est plus possible maintenant. C'est vraiment un parcours du combattant pour maîtriser les technologies, la complexité de tes développements. Mais ce n'est pas seulement des technologies aussi. C'est par exemple savoir gérer des programmes. Pour moi, c'est du cœur de métier d'un grand maître d'œuvre. Et on voit que beaucoup de nos problèmes sur nos programmes de développement viennent de là, plutôt que de la bonne technologie mise en œuvre dans le cockpit ou dans la structure. Ensuite, on fait travailler 25 à 30 000 ingénieurs dans le monde, essentiellement dans nos 4 pays européens. On en a environ 10 000. On n'a pas l'intention de réinternaliser 25 000 ingénieurs. Donc c'est évident que parmi les 15 000 qui travaillent pour Airbus, il y a des domaines de compétences uniques. On a changé beaucoup de choses dans notre relation avec ces sociétés de services d'ingénierie. En mal du point de vue de la compétitivité vue d'elles, je m'en excuse auprès de ceux ici présents, puisque nous devons améliorer notre compétitivité, mais en essayant inversement de leur offrir plus de lisibilité,
sur les domaines sur lesquels on a besoin qu'elles investissent, sur la politique offshore aussi, pour qu'on ait une partie bas coût, sur ce qu'on appelle des work packages, qui sont plus structurés, si possible sur plusieurs années. C'est ce qu'on essaie de faire, donc de révolutionner, croyez-le bien, la façon dont nos ingénieurs voient la sous-traitance, plutôt que de sous-traiter à des hommes, c'est de sous-traiter à des sociétés qui prennent la responsabilité de venir avec leurs compétences pour appuyer nos développements. Alors sur la 350, bon, je pense qu'on a franchi une étape.